Chapitre 14. La confession de Jean Valjean. Le matin du 17 février, il était un peu plus de midi quand Basque, la serviette et le plumeau sous le bras, occupé à faire son antichambre, entendit un léger frappement à la porte. Basque ouvrit et vit M. Fauchelevent. Il l'introduisit dans le salon. « Votre maître est-il levé » demanda Jean Valjean. « Lequel ? L'ancien ou le nouveau ?»« Monsieur Pontmercy. »« Je vais voir, je vais lui dire que M. Fauchelevent est là. » « Non, ne lui dites pas que c'est moi. Dites-lui que quelqu'un demande à lui parler en particulier et ne lui dites pas de nom. »« Ah » fit Basque. « Je veux lui faire une surprise. »« Ah » reprit Basque en se donnant à lui-même son second « ah » comme explication du premier. Et il sortit. Jean Valjean resta seul. Quelques minutes s'écoulèrent. Jean Valjean était immobile à l'endroit où Basque l'avait quitté. Il était très pâle. Un bruit se fit à la porte. Il leva les yeux. Marius entra. « C'est vous, père » s'écria-t-il en apercevant Jean Valjean. « Que je suis content de vous voir. Si vous saviez comme vous nous avez manqué hier. »« Bonjour, père. Comment va votre main ? Nous avons bien parlé de vous tous les deux. Cosette vous aime tant. Vous n'oublierez pas que vous avez votre chambre ici, hein ? Nous ne voulons plus de la rue de l'Homme Armé. Vous viendrez vous installer ici, et dès aujourd'hui. Ou vous aurez affaire à Cosette. Elle entend nous mener tous par le bout du nez, je vous en préviens. Votre chambre est en plein midi. Cosette vous y rangera vos livres. »« Monsieur, » dit Jean Valjean, « j'ai une chose à vous dire. Je suis un ancien forçat. » Marius bégaya. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Cela veut dire, répondit Jean Valjean, que j'ai été aux galères. »« Vous me rendez fou !» s'écria Marius épouvanté. « Monsieur Pontmercy, dit Jean Valjean, j'ai été 19 ans aux galères, pour vol, pour récidive. À l'heure qu'il est, je suis en rupture de ban. » Marius avait beau reculer devant la réalité, refuser le fait, résister à l'évidence, il fallait s'y rendre. « Dites tout, cria-t-il, vous êtes le père de Cosette. » Jean Valjean redressa la tête, puis, avec une sorte d'autorité souveraine, il ajouta en articula lentement. « Vous me croirez. Le père de Cosette, moi ? Devant Dieu, non. Monsieur le baron Pontmercy, je suis un paysan de Faverolles. Je gagnais ma vie à émonder des arbres. Je ne m'appelle pas Fauchelevent, je m'appelle Jean Valjean. Je ne suis rien à Cosette, rassurez-vous. » Marius balbutia. « Qui me prouve ?»« Moi, puisque je le dis. » Marius regarda cet homme. Il était lugubre et tranquille. Aucun mensonge ne pouvait sortir d'un tel calme. « Je vous crois, » dit Marius. Jean Valjean inclina la tête comme pour prendre acte et continua. « Que suis-je pour Cosette, un passant ? Je l'aime, c'est vrai. Une enfant qu'on a vue petite étant soi-même déjà vieux, on l'aime. Vous pouvez, ce me semble, supposer que j'ai quelque chose qui ressemble à un cœur. Elle était orpheline, sans père ni mère. Elle avait besoin de moi. Voilà pourquoi je me suis mise à l'aimer. C'est si faible, les enfants, que le premier venu, même un homme comme moi, peut être leur protecteur. J'ai fait ce devoir-là vis-à-vis de Cosette. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment appeler si peu de choses une bonne action. Mais si c'est une bonne action, eh bien, mettez que je l'ai faite. Enregistrez cette circonstance atténuante. Aujourd'hui, Cosette quitte ma vie. Nos deux chemins se séparent. Désormais, je ne puis plus rien pour elle. Elle est Madame Pontmercy. Sa providence a changé et Cosette gagne au change. Tout est bien. Je tiens, moi, à ce que vous sachiez qui je suis. » Et Jean Valjean regarda Marius en face. Tout ce qu'éprouvait Marius était un tumulte et incohérent. « Mais enfin !» s'écria-t-il. « Pourquoi me dites-vous tout cela ? Qu'est-ce qui vous y force ? Vous pouviez-vous garder le secret à vous-même ? Vous n'êtes ni dénoncé, ni poursuivi, ni traqué. »« Pour quel motif ?» répondit Jean Valjean d'une voix si basse et si sourde qu'on eût dit que c'était à lui-même qu'il parlait plus qu'à Marius. « Pour quel motif, en effet, ce forçat vient-il dire « je suis un forçat » ? Eh bien oui, le motif est étrange. C'est par honnêteté. Vous me demandez ce qui me force à parler ? Une drôle de chose, ma conscience. Me taire, c'était pourtant bien facile. J'ai passé la nuit à tâcher de me le persuader. Mais il y a deux choses que je n'ai pas réussi. Ni à casser le fil qui me tient par le cœur fixé, rivé et scellé ici, ni à faire taire quelqu'un qui me parle bas quand je suis seule. C'est pourquoi je suis venue vous avouer tout ce matin. Je continuais d'être monsieur Fauchelevent, cela arrangeait tout. Oui, excepté mon âme.
Marius s'était levé avec un frémissement. « Pauvre Cosette !» murmura-t-il, « quand elle va savoir ?» À ce mot, Jean Valjean trembla de tous ses membres. Il fixa sur Marius un œil égaré. « Cosette ! Oh, oui, c'est vrai, vous allez dire cela à Cosette, c'est juste. Tiens, je n'y avais pas pensé. Monsieur, je vous en conjure, je vous en supplie, monsieur. Donnez-moi votre parole la plus sacrée, ne le lui dites pas. Est-ce qu'il ne suffit pas que vous le sachiez, vous ? J'ai pu le dire de moi-même sans y être forcée. Je l'aurais dit à l'univers, à tout le monde, ça m'était égal. Mais elle ne sait pas ce que c'est. Cela l'épouvanterait. Un forçat, quoi. On serait forcé de lui expliquer, de lui dire « C'est un homme qui a été aux galères. » Oh, mon Dieu ! Il s'affaissa sur un fauteuil et cacha son visage dans ses deux mains. On ne l'entendait pas, mais aux secousses de ses épaules, on voyait qu'il pleurait. Pleurs silencieux, pleurs terribles. « Soyez tranquille, dit Marius. Je garderai votre secret pour moi seul. »« Je vous remercie, monsieur, » répondit Jean Valjean avec douceur. Jean Valjean eut comme une suprême hésitation, et sans voix, presque sans souffle, il balbutia plus qu'il ne dit. « À présent que vous savez, croyez-vous, monsieur, vous qui êtes le maître, que je ne dois plus voir Cosette ?»« Je crois que ce serait mieux, » répondit froidement Marius. « Je ne la verrai plus, » murmura Jean Valjean, et il se dirigea vers la porte. Chapitre 15. Un vieil homme qui s'éteint. Pendant les derniers mois du printemps et les premiers mois de l'été de 1833, les passants clairsemés du Marais remarquaient un vieillard proprement vêtu de noir, qui, tous les jours vers la même heure, à la nuit tombante, sortait de la rue de l'Homme Armé, du côté de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, passait devant les Blancs-Manteaux, gagnait la rue Culture-Sainte-Catherine et, arrivé à la rue de l'Écharpe, tournait à gauche et entrait dans la rue Saint-Louis. Là, il marchait à pas lents, la tête tendue, en avant, ne voyant rien, n'entendant rien, l'œil immuablement fixé sur un point toujours le même, qui semblait pour lui étoilé, et qui n'était autre que l'angle de la rue des Filles du Calvaire. Plus il approchait de ce coin de rue, plus son œil s'éclairait. Alors il s'arrêtait, il tremblait, il passait sa tête avec une sorte de timidité sombre au-delà du coin de la dernière maison, et il regardait dans cette rue. Et il y avait dans ce tragique regard quelque chose qui ressemblait à l'éblouissement de l'impossible et à la réverbération d'un paradis fermé. Il restait ainsi quelques minutes comme s'il eût été de pierre, puis il s'en retournait par le même chemin et du même pas, et à mesure qu'il s'éloignait, son regard s'éteignait. Un jour, Jean Valjean descendit sur son escalier, fit 3 pas dans la rue, s'assit sur une borne, sur cette même borne où Gavroche, dans la nuit du 5 au 6 juin, l'avait trouvé songeant. Il resta là quelques minutes, puis remonta. Ce fut la dernière oscillation du pendule. Le lendemain, il ne sortit pas de chez lui. Le surlendemain, il ne sortit pas de son lit. Du temps qu'il sortait encore, il avait acheté à un chaudronnier pour quelques sous un petit crucifix de cuivre qu'il avait accroché à un clou en face de son lit. Ce gibet-là est toujours bon à voir. Un soir, Jean Valjean eut de la peine à se soulever sur le coude. Il se prit la main et ne trouva pas son pouls. La respiration était courte et s'arrêtait par instants. Il reconnut qu'il était plus faible qu'il ne l'avait été encore. Alors, sans doute la pression de quelque préoccupation suprême, il fit un effort, se dressa sur son séant et s'habilla. Il mit son vieux vêtement d'ouvrier. Ne sortant plus, il y était revenu, et il le préférait. Il dut s'interrompre plusieurs fois en s'habillant. Rien que pour passer les manches de la veste, la sueur lui coulait du front. Chaque pas qu'il faisait en allant d'un meuble à l'autre l'exténuait, et il était obligé de s'asseoir. Une des chaises où il se laissa tomber était placée devant le miroir, si fatale pour lui, si providentielle pour Marius, où il avait lu sur le buvard l'écriture renversée de Cosette. Il se vit dans ce miroir et ne se reconnut pas. Il avait 80 ans. Avant le mariage de Marius, on lui eut à peine donné 50 ans. Cette année avait compté 30. Ce qu'il avait sur le front, ce n'était plus la ride de l'âge, c'était la marque mystérieuse de la mort. La nuit était venue. Il traîna laborieusement une table et le vieux fauteuil près de la cheminée, et posa sur la table une plume, de l'encre et du papier. Sa main tremblait. Il écrivit lentement quelques lignes que voici. « Cosette, je te bénis. Je vais t'expliquer.
Ton mari a eu raison de me faire comprendre que je devais m'en aller. Cependant, il y a un peu d'erreur dans ce qu'il a cru, mais il a eu raison. Il est excellent. Aime-le toujours bien quand je serai mort. Monsieur Pontmercy, aimez toujours mon enfant, bien-aimé. Ici, il s'interrompit. La plume tomba de ses doigts. Il lui vint un de ces sanglots désespérés qui montaient par moments des profondeurs de son être. Le pauvre homme prit sa tête dans ses deux mains. En ce moment, on frappa à sa porte.